Alors, dans les techniques d'algèbre en géométrie, il y a surtout, ça je pense que c'est le cœur du truc, le problème des groupes de transformation. Alors c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'on a écrit avec Jérôme Germoni, Histoire hédoniste. Bon, chaque chapitre est presque un exemple de l'utilité des groupes de transformation, en particulier si on veut vraiment que ce soit de la géométrie, comme l'indique un petit peu cette leçon 191, faudrait regarder le chapitre 11, où il y a l'ellipse de Steiner, la configuration des arcs et l'alternative de Steiner. Mais l'ellipse de Steiner, c'est ce qui rentre le mieux dans le programme. Hein. Maintenant, regardons quel est le principe. Alors ça, c'est quelque chose qu'on répète très très souvent au cours de l'ouvrage. Le principe, c'est le suivant. On est face à un problème de nature géométrique. Bon. Et qui possède certains invariants. On va préciser ce que c'est. Alors les invariants, ça peut être des problèmes de milieu ou de barycentre plus généralement, de distance. Est-ce qu'il y a les distances dedans? Est-ce que donc il y a des problèmes d'alignement, de cocyclicité, de conicité, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème? Eh bien, il faut trouver un groupe optimal. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler un groupe optimal? C'est un groupe qui agit sur l'espace où se trouve notre configuration et qui soit le plus grand possible en respectant les invariants. Donc, il doit respecter l'alignement s'il y a des problèmes d'alignement, il doit respecter la cocyclicité s'il y a des problèmes de cocyclicité, il doit respecter les barycentres, etc., etc. Bon. Maintenant, grâce à ce groupe, on va se ramener à une situation plus simple. Voilà. Et là, dans la situation plus simple, à nous débrouiller. Alors, pourquoi on est capable de se ramener à une situation plus simple? Eh bien, c'est parce que il y a des théorèmes d'existence qui vont nous dire qu'il existe un élément du groupe de transformation, hein, qu'on a trouvé en petit 1, qui va nous amener de telle situation à telle autre situation, grâce à des invariants qu'on appelle des invariants totaux. Ou alors, on peut aussi construire à la main les choses sans utiliser les invariants totaux. Mais disons que les invariants totaux vont faire partie des techniques d'algèbre. Souvent, ce sont Donc, non seulement les techniques d'algèbre, c'est action de groupe, mais aussi à travers ces invariants. Voilà l'histoire. Alors, je passe tout de suite à l'exemple, parce que, bon, si on n'a pas un exemple en tête, quand on lit ça, on ne comprend pas forcément. L'exemple phare, ça va être l'ellipse de Steiner. Là, vous avez un triangle ABC non plat, et il faut trouver une ellipse qui est tritangente au milieu des arêtes du triangle. Voilà. Et il faut montrer qu'elle est unique. Alors ça, c'est dans le carnet de voyage en algébrie, 3.4.1 pour l'existence, 3.4.2 pour l'unicité, qui est un petit peu plus impliquée. Donc, ça veut dire quoi? 1. Trouver un groupe optimal. Trouver un groupe optimal, eh ben, il faut voir quels sont les invariants des données du problème. On a un triangle, donc finalement, triangle, ça veut dire qu'on a des segments, hein, il va falloir préserver l'alignement. Il y a des milieux, donc il va falloir préserver les milieux. En revanche, vous voyez, les distances, c'est pas tellement... Bon, voilà, on n'a pas besoin de préserver des distances. On a une ellipse tritangente, donc il faut préserver les ellipses. D'accord? Et puis, on a la tangence, et ben, il faut préserver la notion de tangence. Bon, et bien là, on réfléchit, le groupe optimal, ça va être le groupe affine. Ben oui, le groupe affine, il préserve les barycentres, donc il préserve les milieux. L'image du milieu, ça va être le milieu des images. D'accord ? Bien sûr, il préserve la tangence parce que c'est des applications différenciables. Si deux courbes sont tangentes, eh ben, les images vont rester des courbes tangentes. Bon, l'alignement, bah, c'est clair, hein,
GA envoie des segments sur des segments. Et puis enfin, ellipse, oui, parce que c'est des applications affines, elles sont de degré 1. Ça va envoyer une courbe de degré 2, c'est-à-dire une conique, sur une autre conique. Vous allez me dire, mais pourquoi une ellipse? Bah oui, parce qu'on était parti d'une conique compacte, donc on arrive à une conique compacte, et donc ça c'est forcément une ellipse. Donc le groupe affine va être un groupe qui va être suffisamment gros pour nous ramener maintenant en deux à une situation simple. C'est quoi une situation simple? C'est quand le triangle est équilatéral, parce que là, on a l'existence, parce qu'on sait qu'ici, on va avoir le cercle inscrit, hein, voilà, et donc qui marche au niveau de l'existence. Maintenant, pour l'unicité, attention, il faudrait montrer que c'est l'unique ellipse hein, qui est tritangente, ici dans le cadre du triangle équilatéral. Voilà, donc ça donne un exemple et un théorème d'existence. Quel est le théorème d'existence auquel on fait référence? C'est que ici, on a ce qu'on appelle la notion de repère. ABC est un repère. Et on a le théorème fondamental de la géométrie affine qui dit que si on a deux repères, parce que le triangle n'était pas plat, d'accord, donc si on a deux repères, il existe un unique élément de GA, de groupe affine, qui envoie le premier repère sur le second. Voilà. Et le fait que les groupes nous donnent des éléments inversibles fait que quand on aura résolu la chose ici, on va pouvoir revenir sur le problème de départ et résoudre le problème de départ. Voilà. Maintenant, deuxième problématique sur l'ellipse de Steiner, c'est que si je pose P, le polynôme, tel que P de Z égale Z moins ZA, facteur de Z moins ZB, facteur de Z moins ZC, donc qui est qu'on peut voir comme une fonction polynomiale à partir d'un polynôme de C de X, eh bien, les racines de P', donc du polynôme dérivé, sont les affixes. Alors ZA, ZB, ZC, évidemment, c'est les affixes de A, B et C. Et les racines de P' sont les affixes des foyers de l'ellipse de Steiner du triangle. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on va avoir les foyers de l'ellipse de Steiner. OK? Et ça va être les racines du polynôme dérivé. Alors, donc ça se fait. Mais maintenant, on voit que quand on veut trouver un groupe optimal, étant donné que les foyers, la définition des foyers est purement métrique, là, cette fois-ci, les distances vont devenir importantes. Parce que les foyers, c'est-à-dire que l'ellipse, ça va être l'ensemble des m, tels que mf plus mf', où f et f' sont les deux foyers, est égal à une certaine constante. Mais on voit bien que la métrique est importante. Donc on peut utiliser quoi? On va utiliser les isométries, à la limite les similitudes. Alors les similitudes, c'est là où on passe à un autre versant de la leçon, qui est aussi une autre leçon, c'est le problème du calcul complexe. C'est-à-dire que, étant donné que maintenant, le groupe, pour ce problème-là, le groupe optimal, ça va être le groupe des similitudes, ou le groupe des isométries si vous voulez, mais le groupe des similitudes est encore plus gros, vous avez la possibilité de tout faire avec du calcul complexe, parce que le calcul complexe, il est parfait pour représenter des similitudes du plan. Et puis, le tout, c'est de se ramener au cas où votre triangle, maintenant on ne peut plus se ramener à un triangle comme ceci, on va se ramener au cas où l'ellipse se situe dans un repère parfait pour qu'on en connaisse l'équation, c'est-à-dire centrée en haut, parce que c'est une conique à centre, hein, l'ellipse, et dont les axes sont les axes du repère. Voilà. En fait, ces histoires de groupes de transformation, on se rend compte que c'est l'idée d'un changement de repère. Mais c'est l'idée d'un changement de repère. Alors la différence entre le changement de repère et le groupe de transformation, ça on peut vous le demander, la différence c'est que les groupes, il y a des invariantes auto hein, pour les actions de groupe, et pour les changements de repère, du coup c'est moins évident. Maintenant, il y a d'autres problèmes que l'ellipse de Steiner, des problèmes intéressants où on ramène des problèmes de droite séquente en des problèmes de droite parallèle. C'est ce qui peut... donc on a plein d'exemples.
Et la configuration des arcs est un très joli exemple. Par contre, le groupe, pour ramener de deux droites séquentes à deux droites parallèles, c'est le groupe projectif. Et là, on sort quand même du cadre de la grecque. Alors après, il va y avoir un autre groupe, c'est le groupe des homographies, qui lui va transformer un cercle en une droite. Et ça, c'est excellent hein, dans le genre. Donc voilà. Hein. Donc on ne parlera pas des problèmes de groupe projectif. Par contre, on va dire quelques mots sur le groupe des homographies et l'utilisation dans le cadre des groupes de transformation. Alors, dans le cadre des groupes de transformation, bon, personnellement, je me sens obligé hein, de parler d'homographie. Bon, vous, non, mais moi, oui. Parce que quand même, le coup du un cercle est une droite qui s'ignore, c'est quand même magnifique. On peut se ramener hein, de problèmes de cercle vers des problèmes de droite. Par exemple, vous pouvez le voir ça dans H2G2, il y a un exercice dans le chapitre 10 qui consiste à avoir l'inégalité de Ptolémée hein, comme en fait une inégalité triangulaire. L'homographie, qu'est-ce que c'est? Alors pour parler rapidement de l'homographie, on va dire que 3 points sont forcément soit alignés, soit cocycliques. S'ils sont alignés, ben c'est bon. Sinon, on va avoir le centre du cercle circonscrit. On regarde l'intersection des 3 médiatrices, hein, ça nous donne ce centre. Et puis ensuite, on trace le cercle. Alors maintenant, 4 points. Alors 4 points, non. Vous voyez, souvent en géométrie, on fait ça. Si on peut sur 3, on tente sur 4. C'est le côté tant que je gagne, je joue. Alors maintenant, 4 points. Alors je vais les appeler, je vais regarder leurs affixes, à Z1 jusqu'à Z4. On est sur le plan, donc on regarde ça comme des affixes sur le plan complexe. Ils sont cocycliques si et seulement si. Alors vous voyez que là, on est bien dans la leçon 191. La géométrie, donc ils sont cocycliques, voilà les 4 points. J'ai mis un 5e point pour donner une alternative à ce A4. Vous allez voir pourquoi. Je dis que c'est si et seulement si, bah, Z3 moins Z2 sur Z3 moins Z1, divisé par Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1 est réel. Voilà. Alors pourquoi c'est vrai? Bah, parce que, regardez, voilà A4, A1, A2. Donc ici, cet angle-là, bah, c'est forcément Z3 moins Z2 sur Z3 moins Z1. Donc ça, on va en prendre l'argument et ça va nous donner ce θ-là. Pareil pour cet angle-là, Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1, et là, ça va être cet angle-là. Mais ils sont cocycliques si et seulement si ces deux angles-là sont égaux, donc il faut que les deux arguments soient égaux. Et dans ce cas-là, si les deux arguments sont égaux, c'est quand on fait le rapport, eh ben, les exponentielles de Iθ s'éliminent, et donc il ne reste plus que le quotient entre les modules. Donc on va avoir un réel positif. Mais sauf que si on est de l'autre côté, bah, l'égalité, regardez, le θ ici, hein, qui était ici aussi, hein, qui est la condition de cocyclicité, et qui est le θ ici aussi, mais attention, ici, c'est égal modulo pi. Donc en fait, quand on va quotienter, il va nous rester exponentielle de i pi, qui est égal à moins 1. Donc c'est un réel négatif cette fois-ci. Voilà, donc on a ces 4 points qui vont être cocycliques ou alignés, bien sûr, parce qu'il y a le cas, bon, je n'ai pas fait le cas aligné, donc quand je dis cocyclique, c'est voilà, cocyclique ou aligné, si et seulement si, ceci est réel. Donc vraiment, c'est de l'algèbre, hein, puisqu'on fait du calcul complexe, lié à la géométrie. Mais maintenant, ça va plus loin, ça va vraiment au niveau du groupe des transformations, parce qu'on va en pouvoir en dégager un certain invariant pour une action. Quel est le groupe? On regarde l'ensemble des homographies, c'est des transformations du plan complexe auquel on ajoute l'infini avec une règle de calcul de l'infini, où Z donne AZ plus B sur CZ plus D, qu'on représente matriciellement par ACBZ. Sauf que la représentation, là ici, n'est pas unique, puisque si
si je pars ici d'une homothétie, lambda, lambda, 0, 0, là j'aurai l'identité. Mais bon, modulo et homothétie, on va dire que c'est unique. Et je demande que AD moins BC soit différent de 0. On obtient ce qu'on appelle le groupe des homographies, d'accord? Et cette représentation est bien sympathique parce que quand on compose deux homographies, bah, c'est comme si on multipliait les matrices correspondantes. Donc ça c'est bien. On appelle ce groupe PSL2C et il se trouve que c'est facile de voir que ça préserve le birapport. C'est-à-dire que ceci, qui s'appelle le birapport des 4 points, eh ben, il est préservé, c'est-à-dire que si j'appelle Z'I l'image de Zi pour tout i, alors en mettant des Z' partout, c'est la même chose que si je garde juste les Zi. Voilà. Cette préservation du birapport pour les homographies, c'est très facile à démontrer algébriquement, vous voyez. Et ça va faire quoi? Ça veut dire que 4 points cocycliques vont être envoyés sur 4 points cocycliques, puisque le birapport va rester le même, donc va rester réel. D'accord? Et donc on va avoir, puisque c'est un si et seulement si, hein, bah on va avoir préservation du birapport, donc préservation de la cocyclicité, alors que j'appelle cocyclicité alignement. Voilà. Et c'est même un invariant total, d'accord? C'est-à-dire que si 4 points, un quadruplé de points et un autre quadruplé de points ont même birapport, alors il existe une homographie qui va envoyer l'un sur l'autre. Voilà le truc qu'il fallait que je dise. Alors, regardez un petit truc bon, qui est en fait, qu'on pourrait voir comme avant ça, et qui fait apparaître aussi le birapport. Il y a ce qu'on appelle le repère projectif. Regardez, vous prenez l'infini, 0, 1. Donc c'est 3 points, donc 0, bah, c'est le 0 de C, 1, c'est 1. Bon, l'infini, c'est ce truc qu'on rajoute à C. Et on veut l'envoyer, on a un triplet là de points, ici, on a 3 points, qui sont cocycliques ou alignés forcément, Z1, Z2, Z3. Et on veut l'envoyer là-dedans. Comment envoyer Z1 sur l'infini? Il faut mettre Z moins Z1 au dénominateur dans notre homographie. Comment envoyer Z2 sur 0? Ben, on va mettre Z moins Z2 ici au numérateur. Donc déjà là, vous avez une homographie qui envoie Z2 vers 0, Z1 vers l'infini. Maintenant, Z3, il faut l'envoyer sur 1. Ben oui, très bien, très facile. Il suffit de diviser par Z3 moins Z2 sur Z3 moins Z1. Je vous fais remarquer hein, ce petit signe divise, hein, on retrouve le signe divise de notre enfance, ça fait toujours plaisir. Donc ici, voilà une homographie, d'accord? Ça c'est bien une homographie, qui va envoyer ça sur ça. En fait, si vous regardez bien comme on a fait, en fait, vous voyez bien qu'on a agi par nécessité, c'est-à-dire qu'elle est unie. Là maintenant, ça veut dire que quand j'ai un triplet et un deuxième triplet, ben, je peux toujours trouver une homographie qui envoie le premier triplet vers le second triplet. Il suffit que je fasse pareil, que je passe par lui, et je fais l'homographie qui envoyait lui vers lui, que je compose avec l'homographie inversée qui envoie donc du coup lui vers lui. Et du coup, par composition, j'envoie lui vers lui. Maintenant, comme les homographies préservent la cocyclicité, l'alignement, ça veut dire que je peux envoyer n'importe quel cercle, d'accord? Vous prenez un cercle ou une droite, et puis un autre cercle droite, vous prenez un cercle ou une droite, et bien vous prenez 3 points ici, vous prenez donc Z1, Z2, Z3, Z'1, Z'2, Z'3, ben vous allez avoir une homographie hein, qui va envoyer ces 3 points sur ces 3 points-là. Et comme ça préserve la cocyclicité, et comme il existe un unique cercle qui passe par ces 3 points, l'homographie va envoyer ce cercle-là sur ce cercle-là. En gros, ce que j'ai dit, c'est que les homographies agissaient de façon transitive hein, sur les cercles droites. Alors ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir envoyer un cercle sur votre droite préférée, c'est-à-dire l'axe X, par exemple.